Au Mali, encore aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre la phrase « tu te prends pour Da », une pique lancée à ceux qui se croient trop puissants, trop sûrs d'eux, trop dominateurs. Car derrière ce surnom, Da, il y a Da Monzon Diarra, un roi dont le nom inspire encore crainte et respect, plus de 2 siècles après sa mort. Ce n'est pas un hasard. Da Monzon, c'est celui qui a pris un royaume fragilisé et l'a transformé en machine politique et militaire. C'est celui qui a brisé les résistances de Corée, fait plier les rebelles de Diouna, lancé des campagnes redoutables contre le Kaarta et imposé sa loi sans jamais reculer d'un pas. Son règne, c'était une série de confrontations brutales, d'alliances intelligentes, de stratégies imprévisibles. Il n'oubliait rien. Il ne pardonnait jamais 2 fois. Voici l'histoire de Da Monzon Diarra, l'homme dont le nom est synonyme de puissance et de crainte pour mieux régner. Le jeune Da Diarra, bientôt surnommé Da Monzon, est proclamé Fahama de Ségou en cette année 1808. Son ascension survient dans des circonstances dramatiques. Son père, le roi Monzon Diarra, a péri lors d'une campagne militaire. Monzon, qu'on appelait aussi le roi guerrier, avait passé 18 ans sur le trône, entre 1790 et 1808, à agrandir et consolider l'empire Bambara. Grand conquérant au tempérament de feu, Monzon avait combattu sur tous les fronts, soumettant le Kaarta voisin et repoussant les incursions Mossi, Dogon et Peul. Mais il laisse à son fils un royaume en ébullition, avec plusieurs ennemis encore debout malgré ses victoires. Parmi eux se trouvent 4 adversaires redoutables que Monzon n'a pu vaincre complètement. Le magicien Bassi Diakité de Samaniana, le roi Douga-Koro de Corée, dit Koré-Douga, le vautour de Corée, le roi Mariéri de Dioncoloni, dans le Kaarta, et le chef Toto de Diakruna. Ces puissants rivaux, humiliés par les campagnes de Monzon, n'attendent que l'occasion de secouer le joug de Ségou. La mort soudaine de Monzon crée un vertige à Ségou. Le peuple craint que le sort s'acharne à nouveau sur la dynastie. Autrefois, à la mort de Ngolo Diarra, le grand-père de Da Monzon, une guerre fratricide avait opposé Monzon à son propre frère Nyanan-Koro pour la succession. Mais cette fois, Da Diarra s'impose sans conteste. Grand, l'allure martiale, il s'avance devant le Kani, le siège royal, sous les acclamations mêlées de sanglots de la foule. Le vénérable griot Tientigui Badanté entonne un chant de louange pour célébrer le nouveau Fahama et rappeler la lignée glorieuse des Diarra. Dans ses paroles, il compare Da Monzon au balanzan, l'acacia à épines blanches, symbole de Ségou. Tu plieras, mais ne rompras pas. Tu seras l'ombre et la protection de ton peuple. Au crépuscule, après les rites funéraires, Da Monzon réunit en privé les anciens conseillers de son père. Le jeune roi, encore dans la vingtaine, écoute avec gravité les recommandations de ses sages. Beaucoup l'ont connu enfant, d'autres l'ont vu combattre en tant que prince aux côtés de son père. Tous jurent de fidélité au fils de Monzon. Autour d'une flamme vacillante, Da Monzon prend alors la parole d'une voix calme mais ferme. « Mon père m'a laissé un royaume puissant, plus grand qu'il ne l'a reçu lui-même. Il m'a aussi laissé des batailles inachevées. Je jure ce soir, devant vous et devant les mânes de nos ancêtres, que je terminerai ces combats. Je ne laisserai aucune insulte sans réponse, aucune terre Bambara aux mains de nos ennemis. Que les génies du fleuve m'en soient témoins. » Dans la pénombre, les regards s'échangent, approbateurs. Da Monzon sait qu'il hérite d'une situation délicate. À la nouvelle de la mort du roi, les ennemis de Ségou risquent de relever la tête. Il doit agir vite et frapper fort. Le royaume Bambara de Ségou s'étend à son avènement des rives du Niger jusqu'aux confins du Massina et aux savanes du Kaarta. Pour préserver cet héritage, le nouveau Fahama compte consolider les acquis de son père avant d'envisager de nouvelles conquêtes. L'heure est à la fois au deuil et à la détermination. Tard dans la nuit, alors que la ville s'apaise, Da Monzon s'isole sur la terrasse du palais. Devant lui s'écoule le fleuve Niger, immense serpent argenté sous la lune. C'est ce fleuve qui relie entre elles les cités de son royaume. Ségou la capitale, Sansanding, Djenné la commerçante et d'autres encore.
Sur l'autre rive, il imagine les royaumes adverses frémissant en apprenant le trépas de Monzon. Le cœur serré, il murmure une dernière prière pour son père défunt, puis prononce, comme un serment intime, les noms de Bassi, de Duga, de Marie-Héry et de Toto. Ces noms résonnent dans le silence nocturne comme une liste de devoirs à accomplir. Le jeune roi sait que sa grandeur future se construira en relevant les défis que son père n'a pu achever. L'étoile de Damonzon Diarra commence à s'élever dans le ciel sombre de l'histoire, guidée par la mémoire de ses ancêtres et la promesse d'une ère nouvelle pour Ségou. Damonzon a décidé que Samaniana Bassi, le roi magicien, sera sa première cible. Ce chef peul roux vivant à Samaniana, un village fortifié perdu dans la savane entre Bamako et Kangaba, est l'ennemi qui a coûté la vie à son père. En effet, Monzon Diarra avait affronté Bassi peu avant sa mort, sans parvenir à le vaincre ni à s'emparer de son royaume. La menace que représente ce sorcier demeure donc entière. Bassi Diakité est craint pour ses puissants fétiches. On raconte qu'il peut rendre ses guerriers invulnérables au fer et que les balles des fusils tombent en pluie d'eau autour de lui. Afin d'abattre un tel adversaire, Damonzon comprend qu'il lui faudra plus que le courage de ses Tonjon, soldats esclaves d'élite, il lui faudra de la ruse et l'aide des esprits. Au petit matin, dans la cour du palais de Ségou, Damonzon tient conseil de guerre avec ses officiers et son griot conseiller Tiantigiba Danté. Autour d'eux, l'air est frais, chargé du parfum du fleuve tout proche. On entend le croassement lent des corbeaux perchés sur les balanzans. Un officier désigne du doigt la position de Samaniana sur la carte de brousse. Ici se terre Bassi le sorcier, protégé par ses gris-gris. Si nous l'attaquons de front, il nous en coûtera de nombreux braves. Un autre renchérit. Il a transformé son village en piège. On dit que les coureurs envoyés espionner Samaniana n'en sont jamais revenus. Sans doute changés en pierre ou en crocodile. Damonzon garde le silence, les sourcils froncés, pesant chaque information. C'est alors qu'un garde annonce l'arrivée d'une étrangère répondant au nom de Ten. La jeune femme est introduite dans le cercle des conseillers. Tous retiennent leur souffle en la voyant. Ten est d'une beauté irréelle. Sa silhouette élancée rappelle la grâce d'une panthère. Elle s'incline devant le roi avec assurance. « Majesté, dit-elle, on murmure que vous cherchez un moyen de briser le pouvoir de Bassi. Permettez-moi d'aider mon roi. » Un brouhaha accueille ces paroles. Damonzon, intrigué, lui demande de s'expliquer. La voix de Ten s'élève, claire et posée. Samaniana Bassi protège son corps et son village par de puissantes gris-gris. Mais tout talisman a un secret. Si l'on peut dérober 3 objets personnels à Bassi, la première bouchée de son repas du soir, les sandales qu'il porte et le bonnet qu'il a sur la tête, alors son pouvoir se brisera. Un silence perplexe accueille ces mots. Comment approcher ainsi le roi sorcier? Tan sourit et poursuit. Je peux m'en charger. Laissez-moi aller à Samaniana, et Bassi lui-même me remettra ces objets sans même s'en rendre compte. Les conseillers échangent des regards sceptiques. L'un d'eux chuchote à Damonzon que cette femme est peut-être une envoyée des djinns. Tiantigiba Danté s'avance alors, frappant le sol de son bâton orné de cuivre pour réclamer le silence. « Majesté, dit le vieux griot, permettez-moi un mot. Cette jeune femme se nomme Ten. Elle est la fille d'un de nos jolis griots de province. Sa renommée est arrivée jusqu'à nous. On dit qu'elle est aussi intelligente que belle, et qu'elle connaît les secrets pour envoûter le cœur des hommes. Si quelqu'un peut tromper la vigilance de Bassi, c'est bien elle. » Damonzon fixe alors Ten intensément, jaugeant son courage. Il voit briller dans ses yeux une détermination sans faille. « Que désires-tu en échange de cette mission ?» demande-t-il simplement. Ten s'agenouille et répond d'une voix ardente. « Je ne désire que la victoire de Ségou et la paix pour mon roi. Mais pour accomplir ma tâche, j'aurai besoin de certains préparatifs. » À la lueur naissante du soleil, dans la cour intérieure du palais, Ten énumère ses requêtes. Elle demande les plus beaux bijoux du trésor royal, en or, en argent, en pierres précieuses, ainsi que des rouleaux de pagne richement tissés et des couvertures fines venues du Massina. Ensuite, elle réclame que les meilleurs brasseurs de bière de Mille de Ségou préparent leurs cervoises les plus fortes.
Je les infuserai d'herbes secrètes, explique-t-elle, pour concocter un breuvage auquel aucun homme ne résiste. Quand Samaniana Bassi l'aura bu, son esprit vacillera, et je pourrai faire de lui ce que je veux. Il boira sa propre déchéance dans cette bière. Un frisson parcourt l'assemblée en entendant cette proclamation audacieuse. Damonzon, gravement, acquiesce. Qu'il en soit ainsi. Tu auras ce que tu demandes. Sans perdre de temps, le roi ordonne qu'on rassemble dans des paniers en osier bijoux, coris et tissus somptueux. Les brasseurs apportent 2 grandes jarres de bière de mil, moelleuses et déjà capiteuses. Tan y ajoute, hors des regards, diverses poudres végétales, des racines et du miel, ainsi qu'une pincée de piment rouge et noir pour relever le tout. Le résultat est un nectar odorant, mais terriblement puissant. Quiconque en boira un calebasse pleine en perdra ses sens, dit-on. Satisfaite, Ten fait sceller les jarres. Damonzon lui confie ensuite sa pirogue la plus rapide, longue de plus de 10 mètres, et légère comme un poisson. 4 robustes rameurs somono, torse nu et muscles tendus, sont désignés pour la conduire. Au crépuscule du lendemain, tout est prêt. Tan prend place sur la pirogue royale, drapée dans un pagne indigo rehaussé de fils d'or, paré des bijoux étincelants de ses goûts. À ses côtés, les jarres enchantées sont solidement arrimées. Les rames plongent dans l'eau dans un rythme parfait. La pirogue fend le fleuve Niger en direction de Samaniana, emportant avec elle l'espoir d'une victoire sans combat. Sur la berge, Damonzon regarde s'éloigner l'embarcation jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point sur l'eau dorée par le soleil couchant. Son cœur est partagé entre l'inquiétude et l'espoir. Il sait qu'il a misé gros sur cette stratégie hors du commun. Envoyer une femme seule défier le sorcier invincible. Mais si la ruse l'emporte sur la sorcellerie, alors Ségou prouvera sa supériorité, non seulement par la force, mais par l'intelligence. Pendant plusieurs jours, la cour de Ségou retient son souffle, sans nouvelles de Ten. Damonzon, dissimulant son anxiété, fait préparer son armée en silence. Si le plan de Ten échoue, ou si pire, elle trahit Ségou, il faudra envisager un assaut direct de Samaniana au prix d'un bain de sang. Chaque soir, le jeune roi se tient seul sur la rive du fleuve, scrutant l'amont à la recherche de la pirogue au long bec. Les eaux limoneuses reflètent le ciel rougeoyant, insouciante des tourments des hommes. Tiantigüiba Danté reste à ses côtés, le moraleur entonnant doucement des récits où les héros triomphent par la ruse autant que par l'épée, pour encourager son roi inquiet. Damonzon acquiesce en silence, le regard toujours perdu vers l'horizon. L'heure de l'épreuve approche. Bientôt, Samaniana Bassi saura que Ségou n'a pas oublié l'affront de sa défiance. Le piège de la belle Ten est en place. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il se referme sur le sorcier. Les ruses de Ten ont parfaitement fonctionné. Arrivée à Samaniana, la belle espionne a attiré l'attention de tout le village en restant 3 jours dans sa pirogue luxueuse sans demander audience, suscitant curiosité et rumeurs. Bientôt, Bassi lui-même, malgré sa prudence légendaire, n'a pu résister à l'envie de la rencontrer. Ten s'est présentée devant lui dans ses plus beaux atours, radieuse de bijoux, jouant de son charme. Elle a offert au roi sorcier les cadeaux somptueux de Ségou et surtout, elle lui a fait goûter la fameuse bière épicée qu'elle avait préparée. Flatté et intrigué, Bassi a bu, d'abord avec retenue, puis de plus en plus, piqué au vif par les provocations subtiles de Ten qui insinuaient que la bière de Ségou était bien plus forte que celle de Samaniana. L'orgueil du roi l'a perdu. Sous les acclamations de ses courtisans, Bassi a englouti gourdasse après gourdasse du breuvage ensorcelé. Bientôt, ses paupières sont devenues lourdes, sa langue pâteuse. Voyant son esprit embrumé par l'ivresse, Ten est passé à l'action. Au milieu de la nuit, tandis que Bassi dormait d'un sommeil de plomb, elle lui a dérobé sans mal ses sandales, son bonnet et même la première bouchée restée dans son plat du soir. Ses trophées en main, Ten s'est éclipsé de la case royale et a fui le village, profitant des ombres. Au lever du jour, la pirogue de Ségou glissait déjà en aval, ramenant l'héroïne et les objets magiques vers Damonzon. Quand Ten reparaît enfin à Ségou avec la bonne nouvelle, Damonzon exulte de fierté et de soulagement. Il fait aussitôt consulter ses marabouts et féticheurs. Ceux-ci confirment que sans ses sandales ni son bonnet,
Bassi a perdu sa protection mystique. Ses gris-gris sont comme désactivés. Mieux encore, Ten rapporte que le roi sorcier est toujours assommé par la boisson et qu'il ignore tout de sa ruse. L'occasion est idéale pour frapper un coup décisif. Damonzon ne perd pas de temps. Le soir même, il mobilise une armée compacte de 50 000 cavaliers et fantassins, selon l'hyperbole des griots. En réalité, plusieurs milliers, soutenus par une centaine de Tonjon, ces redoutables soldats esclaves. C'est la première campagne militaire du jeune Fahama, et il compte bien montrer sa valeur. Avant de partir, il revêt son Keletigi, cuirasse de guerre en cuir bouilli clouté, et brandit son sabre vers le ciel étoilé. Bassi Diakité a tissé un coton qu'il croyait personne ne pourrait coudre. Eh bien, je viens filer son coton et le lui enrouler autour du cou, lance-t-il d'une voix forte, reprenant une image de défichère au Bambara. Ces guerriers acclament ces mots en frappant leurs lances contre leurs boucliers. L'armée de Ségou s'ébranle de nuit, avançant silencieusement à travers la plaine en direction de Samaniana. À sa tête, Damonzon chevauche un étalon noir paré de gris-gris. Autour de lui, ses capitaines échangent des signes brefs. Chacun connaît son rôle. Profiter de l'effet de surprise et de la confusion chez l'ennemi. Aux abords de Samaniana, un épais bosquet offre un couvert. Damonzon y rassemble ses hommes. Derrière l'enceinte en bois du village, on ne distingue que quelques feux follets. Tout semble paisible. Le roi songe un instant à son père Monzon, qui s'était cassé les dents sur cette place forte. « Père, ton esprit marche avec moi ce soir, » murmure-t-il intérieurement. « Je vais accomplir ta vengeance. » Il fait signe à un détachement spécial, des auxiliaires bois connaissant la langue peul, de s'infiltrer jusqu'à la case de l'épouse principale de Bassi. Car oui, Damonzon a prévu une deuxième ruse pour s'assurer de la victoire. Il a secrètement acheté la loyauté de Npen, la première femme de Bassi, moyennant promesse de richesses et d'honneur. Flattée par la perspective de devenir reine à Ségou, Npen a accepté de trahir son époux cruel. Son rôle est crucial, détremper la réserve de poudre à canon de Samaniana, afin que les défenseurs ne puissent recharger leurs armes à feu au cours de la bataille. Minuit est passé depuis peu. Un hibou ulule dans un baobab. C'est le signal. Soudain, une agitation éclate à l'intérieur du village. Des cris retentissent. Des hommes courent vers la case à poudre. Pen a accompli sa sombre besogne. Au prix de son honneur, elle a fait verser des jarres d'eau dans le magasin aux munitions, ruinant la poudre noire des fusils. Au même instant, Damonzon sonne l'assaut. Les guerriers Bambara jaillissent du bosquet en poussant le cri de guerre. « Tonjon, Tonjon !» Ils escaladent l'enceinte ou enfoncent la porte, surprenant les sentinelles à moitié endormies. La confusion est totale à Samaniana. Les soldats de Bassi tentent de riposter. D'abord, quelques coups de feu claquent depuis les miradors, fauchant quelques assaillants. Mais bien vite, les défenseurs réalisent avec horreur que leurs armes deviennent inutiles. Une fine fumée s'échappe de leur cornemuse. La poudre mouillée refuse de prendre feu. « La poudre, elle est gâtée !» crie un archer terrifié. « On nous a trahis !» hurle un autre. Le désarroi se répand parmi les rangs de Samaniana, tandis que les fusils Bambara, eux, tonnent encore par salves méthodiques dans la nuit. Très vite, les morts et les blessés jonchent le sol du village. Au centre du tumulte, Bassi Diakité apparaît enfin, hagard, se frottant les tempes. L'alcool coule encore dans ses veines, engourdissant ses réflexes. « Que se passe-t-il » rugit-il d'une voix éraillée. Un lieutenant vient à lui, affolé. « Ségou nous attaque. Et la poudre, toute la poudre est trempée, sire !» Bassi comprend alors l'ampleur du piège. Il lance des regards furieux autour de lui, cherchant du soutien de ses féticheurs. Mais à sa grande stupeur, nul miracle ne vient. Lui qui jadis pouvait arrêter les balles par simple incantation, se trouve démuni. Ses talismans les plus précieux lui ont été subtilisés, son esprit est brouillé par la bière maléfique de Ten. Sa propre épouse l'a vendu aux ennemis, les dieux l'ont abandonné. Pris de rage et de désespoir, le roi sorcier décide de jouer sa dernière carte. Il se précipite vers l'étang sacré derrière sa case, où l'attend, dit-on, son allié surnaturel, un immense crocodile fétiche. Dans la pénombre, on l'entend invectiver la bête. « Protège-moi, esprit du fleuve,
Ne laisse pas Ségou me prendre vivant. » On raconte que le crocodile, lié par un pacte mystique, ouvre grand sa gueule et engloutit Bassi entier avant de s'enfouir dans les eaux troubles de l'étang. Damonzon, arrivé peu après avec ses hommes sur les rives du bassin, ne retrouve que les vêtements du roi flottant à la surface. « Il s'est changé en poisson pour s'échapper », murmure un soldat effaré. Mais le griot denté qui l'accompagne fronce les sourcils. Non, son pouvoir est brisé, il ne peut disparaître ainsi. Cherchez mieux. Sur ses ordres, les Bambara drainent l'étang en travaillant d'arrache-pied, vidant seau après seau l'eau boueuse. Au petit matin, sous un ciel rosissant, un cri retentit. Là, le crocodile. La monstrueuse créature tente de fuir, mais les guerriers la harponnent et l'ouvrent d'un coup de lance. Bassi Diakité, recroquevillé, en est extirpé, haletant et vaincu. On le traîne, pieds et poings liés, jusqu'au pied de l'arbre à palabre sur la place du village. Damonzon s'avance alors, le visage dur. Autour de lui, Samaniana n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Les cases brûlant encore çà et là, et des gémissements de blessés s'élèvent. La bataille a tourné court. 3 jours d'affrontements intenses, mais la supériorité de Ségou était écrasante, une fois la magie neutralisée. Sur les 700 guerriers que comptait Bassi, la plupart gisent à présent, morts ou agonisants. Les survivants sont rassemblés, hagards, au centre du village. Damonzon fait face à Bassi, ce redoutable sorcier qui hante ses cauchemars depuis la mort de son père. Le vieux Peul-Roux le fixe avec haine et défie malgré ses liens. Dans un ultime sursaut d'orgueil, Bassi gronde. « Da, tu n'as pas triomphé par toi-même. Sans la trahison de ma femme, jamais tu ne m'aurais vaincu. » Damonzon fronce les sourcils devant cette bravade. Il rétorque avec calme. « Qu'importe à l'histoire, le résultat est là. Samaniana tissait son coton et Ségou est venu le filer, comme tu l'avais promis. » Reprend-il ironiquement les propres mots de défi de Bassi. Puis Damonzon offre à Bassi une chance de grâce. « Roi Bassi, je suis prêt à t'épargner si tu jures allégeance à Ségou. Mon père est mort en guerrier. Je n'ai pas le désir vain de tuer un roi déjà vaincu. » Bassi redresse la tête. « Jamais, jamais mes yeux ne verront Ségou en captif. Plutôt périr. » Le ton est sans appel. Damonzon acquiesce lentement, puis lève la main. Ces 2 exécuteurs saisissent Bassi. L'homme semble curieusement serein. Ses chants magiques l'ont rendu invulnérable au fer, dit-on. Aucun sabre ne peut trancher sa tête. Les bourreaux le savent. Alors, froidement, ils le forcent à s'agenouiller, posent sa tête sur une pierre plate et écrasent son crâne à coups de massue. Ainsi périt Bassi Diakité, le roi sorcier de Samaniana, foudroyé par la trahison et la force combinée de Ségou. Un silence pèse quelques secondes après l'exécution. Puis un tonnerre d'acclamations éclate du côté Bambara, célébrant leur roi. Beaucoup brandissent fièrement des trophées pris à l'ennemi, armes, charmes, drapeaux. Les griots de Ségou entonnent un chant de victoire improvisé, à la gloire de Damonzon, Kélémonzon, le roi batailleur qui a vaincu l'invincible. Dans l'allégresse, Damonzon reste droit, le regard déjà lointain. Il sait que cette victoire n'est qu'une étape. Mais quelle étape éclatante! Il a vengé son père et effacé la plus grande humiliation subie par Ségou. Avant de quitter Samaniana, Damonzon donne des ordres clairs. On doit épargner les griots de Bassi, les bardes du roi défunt, et les emmener à Ségou. Car dans la tradition, qui gagne s'approprie la voix des vaincus. Ces griots chanteront désormais les louanges de Damonzon et perpétueront le récit de sa victoire. On rassemble aussi les habitants civils, femmes, enfants et artisans. Plutôt que de les réduire en esclavage, Damonzon prend une décision magnanime. Il les invite à rejoindre son royaume comme sujets libres. Beaucoup acceptent, effrayés par la perspective d'être vendus ou tués. Ainsi, la population de Ségou s'accroîtra de nombreux captifs volontaires qui apporteront leur savoir-faire. Ce geste politique habile renforce son aura de roi juste autant que guerrier. En repartant, Damonzon fait raser la palissade de Samaniana. Il veut que ce lieu maudit reste ouvert, sans plus de remparts ni de secrets. Le soleil de midi darde sur les débris fumants du village conquis. Alors que l'armée victorieuse s'éloigne, un dernier acte symbolique se déroule. Le grand griot Tiantigiba Danté, resté en arrière,
saisit une poignée de terre de Samaniana et la dépose dans une calebasse d'eau du Niger. Il prononce une incantation pour l'union de ces deux éléments. La terre de l'ennemi dissoute dans l'eau de Ségou, puis il verse l'eau sur les cendres de la case royale. Ainsi, dit-il, Samaniana est lavé de sa rébellion. Désormais, ses esprits serviront Ségou. La première guerre de Damonzon Diarra s'achève dans un triomphe total. En quelques jours de campagne éclair, il a anéanti l'ennemi le plus redoutable de son royaume. Les nouvelles de la chute de Bassi se répandent rapidement dans la contrée, semant la stupeur et l'admiration. À Ségou, l'accueil réservé au jeune roi et à ses guerriers est triomphal. La capitale Bambara exulte en fête, tam-tams et danses, célébrant cette victoire considérée comme quasi miraculeuse. Sous les balanzans de la grande place, Damonzon fait déposer les sandales et le bonnet de Bassi, trophée bien en vue pour que chacun constate la puissance de Ségou. Le message est clair, aucune sorcellerie, aucune ruse ne peut vaincre la volonté et l'ingéniosité Bambara. La légende de Damonzon commence à prendre forme ce jour-là. Autour des feux de camp, les anciens murmurent que le fils a surpassé le père. Monzon avait agrandi l'empire, mais Damonzon l'a rendu invincible aux maléfices. Dans le cœur du jeune roi pourtant, point de vanité. Tandis que la ville festoie, il se retire un instant, épuisé mais heureux, sous un balanzan en fleurs. Une brise tiède fait bruire les feuilles. Il repense à Monzon Diarra, son père, dont l'ombre bienveillante semble danser entre les branches. Père, ton esprit peut reposer en paix. Bassi n'est plus, murmure Damonzon en fermant les yeux. Et dans le bruissement des balanzans, il croit entendre la voix de l'ancêtre répondre « Brave fils, continue ton œuvre, d'autres défis t'attendent. » L'élimination de Bassi a profondément secoué les ennemis de Ségou. Marieri du Kaarta et Toto de Diakruna restent prudemment sur la défensive, mais Douga Koro de Koré, lui, réagit avec imprudence. Ce roi, établi dans la contrée de Koré au sud-ouest de Ségou, se considère comme l'égal des Fahama Bambara. Surnommé Koré Douga, le vautour de Koré, c'est un chef guerrier fier et ombrageux. Or, peu avant la mort de Monzon, un incident a mis le feu aux poudres entre Koré et Ségou. Le fils d'un griot de Ségou, invité à Koré, avait décidé de rester au service du roi Duga, délaissant son allégeance envers Monzon. Cet affront, un simple barde préférant un autre mécène, avait déclenché la colère de Monzon et initié un conflit larvé. À présent, grisé par la rumeur que Damonzon n'aurait remporté la victoire sur Bassi que par des tours de femmes, Koré Douga se permet de railler publiquement le nouveau Fahama. Il vante, lors de ses banquets, que son propre griot n'a que faire des richesses de Ségou et chante que le vautour de Koré dévorera bientôt le faucon de Ségou. Ces bravades parviennent rapidement aux oreilles de Damonzon. Fidèle à son serment de ne laisser passer aucune insulte, Damonzon réagit promptement. Au début de l'année 1809, il lève à nouveau son armée vers l'ouest, en direction du petit royaume de Koré. Cette campagne a une saveur particulière. Il ne s'agit pas seulement d'une conquête, mais d'une affaire d'honneur personnel. Damonzon sait que son père Monzon, dans les derniers mois de sa vie, préparait déjà une expédition punitive contre Duga pour laver l'affront du griot débauché. Il entend bien mener cette vengeance à son terme. Lui-même emmène avec lui un invité inhabituel, le fils du griot transfuge. Ce jeune barde, humilié que son père ait préféré Koré, a supplié Damonzon de l'emmener pour racheter l'honneur familial. Touché, le roi l'a accepté comme porteur du tam-tam sacré durant la campagne, symbole qu'il aura la tâche de proclamer la victoire à venir. En face à Koré, le roi Douga Koro apprend avec stupeur l'approche des troupes de Ségou. Un éclaireur Mossi à son service a aperçu des colonnes de cavaliers Bambara s'avancer en file le long de la vallée. Duga, malgré ses fanfaronnades, sent un frisson d'inquiétude. Il espérait que Damonzon, encore occupé à Samaniana, ne viendrait pas sitôt lui régler son compte. Mais il est trop tard pour reculer. Devant sa cour, il masque son trouble et joue la provocation. Voilà donc le fils de Monzon qui vient quémander son griot. Je l'attendrai de pied ferme, et il repartira avec la queue entre les jambes. Ces hommes poussent des cris approbateurs,
mais chacun veille à ne pas croiser le regard de la reine Saran. La première épouse de Duga, Saran, est une femme d'une grande beauté et d'une intelligence fine. Or, ce que nul n'ignore dans l'entourage, c'est qu'elle a toujours été fascinée par l'aura de Ségou, par ses fastes et la noblesse de ses rois. En entendant son mari jurer fièrement d'écraser Damonzon, la reine Saran sent son cœur se serrer, non de peur pour Koré, mais d'une émotion étrange, coupable. Elle a déjà vu Damonzon lors d'une rencontre diplomatique il y a quelques années, alors qu'il n'était que prince. Depuis, son souvenir la hante, ce jeune lion charismatique dont on chante partout les louanges depuis Samanyana. À cet instant, tandis que Duga mobilise ses guerriers, Saran prend une décision fatidique dans le secret de son âme. Si Damonzon l'emporte, elle fera tout pour se ranger de son côté. Son devoir d'épouse la lie à Duga, mais son cœur penche vers l'adversaire. 3 jours plus tard, au petit matin, l'armée de Ségou encercle Koré. Le village est juché sur un promontoire rocheux, protégé par une modeste palissade et quelques dizaines d'arquebusiers. Ce n'est pas une place forte terrifiante, mais la position élevée la rend difficile à prendre d'assaut frontalement. Damonzon ordonne d'abord aux griots d'intimer la sommation rituelle, 3 roulements de tam-tam. Puis la voix puissante du vieux Tiantigiba Danté s'élève devant les portes closes. « Koré Duga, ouvre tes oreilles. Je parle au nom de Damonzon, Fahama de Ségou. Tu as insulté son nom, tu as défié son autorité en retenant un de ses hommes. Remets-le-nous. Présente excuse, et peut-être la clémence te sera accordée. Sinon, le vautour verra ses ailes brisées. » Un silence tendu suit ces paroles. Du haut de la palissade, finalement, la tête barbue de Duga Koro apparaît. Il crache au sol et répond « Retourne dire à ton maître que je n'obéis pas aux enfants capricieux, qu'il vienne donc me les briser lui-même, ses ailes. » L'insulte est claire. Le sang de Damonzon ne fait qu'un tour. « À l'attaque !» hurle-t-il. Les guerriers Bambara se ruent en avant. Les défenseurs de Koré opposent d'abord une résistance solide. Leurs arquebuses crachent le feu, abattant plusieurs assaillants dans la pente rocheuse. Du sommet, des javelots pleuvent. Koré Duga, en haut, se démène tel un lion acculé, galvanisant ses hommes d'une voix tonitruante. On dit qu'il a bu une décoction de néré fermenté mêlée de sang pour entrer dans la transe guerrière. Lui-même décoche des flèches enflammées sur les assaillants. Mais Damonzon a appris de Samanyana l'art de renverser les situations apparemment défavorables. Plutôt que d'envoyer vague après vague contre la palissade, il décide d'exploiter une ruse. Il remarque qu'un côté du promontoire est bordé de rochers abrupts jugés infranchissables. Or, le jeune porteur de tam-tam, fils du griot transfuge, s'est porté volontaire pour escalader ce flanc avec une poignée de soldats agiles. Profitant du vacarme, ce petit groupe contourne le village et entreprend, doigts et orteils sanglants, de grimper par une sente de chèvre à l'arrière de Koré. L'ascension est périlleuse, mais la motivation de ce jeune homme est intense. Il veut laver l'honneur de son père en arrachant la victoire. Au bout d'1 heure de combat frontal, alors que les forces de Ségou piétinent toujours devant la porte barricadée, un cri victorieux retentit derrière les défenseurs. Une partie des Bambara est parvenue à escalader la falaise et à pénétrer dans Koré par l'arrière, où la garde était maigre. Le fils du griot brandit le tam-tam de Ségou en hurlant « Ségou y est !» Pour Ségou, c'est la panique parmi les hommes de Duga, pris à revers. La porte principale cède sous l'assaut simultané du front. Bientôt, le combat se transporte à l'intérieur du village. Koré Duga se bat comme un diable. Ce colosse à la barbe teinte de henné et aux yeux injectés de sang refuse de reculer. Sur la place, il engage un duel avec Kolomba, l'un des capitaines de Damonzon. Les lames s'entrechoquent brutalement. Duga parvient à désarmer Kolomba d'un coup de massue et pousse un rugissement triomphant. Mais son cri est étouffé net par la pointe d'une lance surgie de côté. Damonzon lui-même vient d'entrer dans la mêlée et l'a transpercé au flanc. Le roi de Koré titube, du sang coulant de sa bouche. Il tombe à genoux. Son regard croise alors celui de son épouse, la reine Saran, apparue sur le seuil de sa case. Duga comprend aussitôt, en voyant l'expression de Saran, que tout est perdu. Il lit presque du soulagement dans les yeux de sa femme. Avec un dernier râle, il brise sa propre épée sur son genou et murmure
Je ne tomberai pas vivant aux mains de Ségou. » Sur ces mots, il s'effondre, mort. Certains disent qu'il s'est empoisonné d'une pilule de niébé toxique qu'il gardait toujours sur lui pour ne jamais être capturé vivant. La bataille cesse aussitôt, car la plupart des défenseurs restants jettent les armes en voyant leur roi gisant au sol. Koré Douga est vaincu. La reddition est totale et bien plus rapide qu'à Samaniana. En moins d'une journée, l'affaire est réglée. Damonzon, victorieux, prend une profonde inspiration en contemplant le cadavre de Douga. Un mélange de satisfaction et de tristesse l'envahit. Satisfaction d'avoir remporté une victoire éclatante, mais tristesse devant la futilité de l'entêtement de ce roi qui aurait pu être un allié. Soudain, un mouvement attire son attention à la périphérie de la place. La reine Saran s'avance lentement, drapée dans un pagne pourpre, la dignité dans chaque pas. Elle tient dans ses bras un paquet d'étoffes. Arrivée près du corps de son époux, elle dépose le paquet. C'est un bébé, le fils en bas âge de Douga et elle. D'une voix claire, Saran s'adresse à Damonzon devant tous. « Fahama de Ségou, tu as vaincu mon mari. Voici son fils. Je ne veux pas qu'il vive sans honneur, esclave de son peuple conquis. Je choisis de le suivre, comme l'épouse du roi de Koré doit suivre son époux dans la tombe. » Sur ces mots terribles, Saran sort prestement une petite dague cachée à sa ceinture et s'égorge d'un geste assuré, avant que quiconque n'ait pu réagir. Elle s'écroule aux côtés de Douga Koro, main dans la main avec lui, dans une posture étrangement paisible. Un cri d'effroi, puis un silence glacé enveloppe la scène. Même Damonzon reste figé, le bras tendu en vain comme pour retenir l'inévitable. La reine de Koré a choisi la fidélité jusqu'à la mort, et son sacrifice force le respect, autant qu'il emplit le vainqueur d'amertume. Damonzon ferme un instant les yeux pour contenir son émotion. Il ordonne qu'on couvre décemment les corps du roi et de la reine. Puis, portant le nourrisson princier dans ses bras, il déclare devant tous que cet enfant sera élevé à Ségou avec les mêmes privilèges qu'un fils de roi. Il refuse que la lignée de Koré soit anéantie par les erreurs du père. Ce geste de clémence impressionne la population vaincue. Beaucoup de guerriers de Koré, émus par la noblesse d'âme de Damonzon, prêtent spontanément allégeance au Fahama de Ségou. Ils intégreront par la suite ses forces, renforçant encore son armée d'éléments valeureux. Une fois de plus, Damonzon choisit la miséricorde calculée. Il évite les pillages inutiles, protège les civils et accueille les redditions avec honneur. Bien sûr, le trésor de Koré, modeste réserve de 1000, troupeaux et quelques objets précieux, est saisi pour être emporté à Ségou. Mais aucun massacre ne vient souiller la victoire. Les griots de Koré, comme ceux de Samaniana, sont invités à entonner les louanges du conquérant. L'un d'eux, tremblant, s'exécute. Il chante l'histoire tragique de son roi vautour terrassé et compare Damonzon à un aigle royal qui a su fondre sur sa proie avec majesté. Avant de quitter Koré, Damonzon fait venir devant lui le jeune porteur de tam-tam, fils du griot transfuge grâce auquel la manœuvre d'escalade a réussi. Le garçon s'agenouille, couvert de poussière et d'égratignures, mais victorieux. Damonzon lui prend les mains. « Relève-toi. Ton courage a fait gagner Ségou aujourd'hui. Tu as lavé la faute de ton père. Sois fier. » Puis, dans un geste rare, le roi détache de son propre cou un petit gris-gris de cuir et le passe autour du cou du jeune homme en signe de bénédiction. Les guerriers applaudissent cette marque de reconnaissance. Ainsi, en moins d'un an de règne, Damonzon Diarra a déjà réduit au silence 2 des plus grands ennemis de Ségou. Après Samaniana Bassi, voilà Koré Douga éliminé à son tour. La nouvelle de cette deuxième victoire se répand comme une traînée de poudre dans toutes les contrées voisines. Partout, on commence à parler de Damonzon avec crainte et admiration. Ce qui frappe les esprits, c'est que le jeune roi a su triompher par la force, mais aussi en exploitant les faiblesses intimes de ses adversaires. L'ivresse et la trahison pour Bassi, l'orgueil et les passions fatales pour Douga. Aux yeux des griots, Damonzon devient le maître des eaux et des hommes, celui qui gouverne aussi bien le courage de ses troupes que les cœurs de ses ennemis, tantôt par la peur, tantôt par la séduction. Quand Damonzon rentre à Ségou, précédé de ses guerriers chantants, la ville entière sort à sa rencontre. Les vieillards n'hésitent plus à le comparer à son grand-père Ngolo Diarra,
voire à l'illustre Biton Coulibaly, fondateur militaire de l'empire Bambara un siècle plus tôt. Au milieu des réjouissances, le jeune roi garde cependant un visage grave. La vision du suicide de la reine Saram l'a marqué. Une nuit, il confie à Tiantigiba Danté: « J'ai vaincu 2 ennemis, mais à chaque victoire songe combien le destin des rois est cruel. Bassi a été trahi par sa femme, Duga emporté par la sienne dans la mort. Que m'enseignent ces fins tragiques ?» Le vieux griot, sage, répond: « Sire, elles enseignent que la grandeur attise autant l'amour que la haine. Votre étoile brille, et elle brûle ceux qui s'en approchent trop près, qu'ils soient amis ou ennemis. » Damonzon acquiesce pensivement, caressant du doigt la plume de vautour qui orne désormais son talisman, relique prise sur le casque de Duga. À l'horizon, d'autres épreuves l'attendent. Mais pour l'heure, Ségou peut dormir en sécurité. Le vautour ne rôde plus autour du nid de l'aigle. En 1810, il ne reste plus qu'un grand adversaire en liberté dans la région, le royaume Bambara du Kaarta, à l'ouest, jadis rival de Ségou. Une large partie du Kaarta a déjà plié sous Monzon Diarra, qui s'empara autrefois de villes comme Guémou. Mais la cité de Dioncoloni demeure un bastion d'opposition acharné. Son souverain, Mariéry, est un vieux roi rusé, qui s'était tenu tranquille pendant que Damonzon abattait Bassi et Duga. Peut-être espérait-il que Ségou s'épuiserait dans ses luttes. Il n'en fut rien. Maintenant, Damonzon tourne son attention vers lui, bien décidé à parachever l'œuvre de conquête du Kaarta, entamée par son père. Mariéry, lui, s'y prépare de longue date. Dioncoloni passe pour imprenable, protégé par des sortilèges puissants et par le dévouement quasi mystique de ses habitants. Dioncoloni est une cité fortifiée bâtie au sommet d'un petit plateau rocheux. Ses remparts épais ont déjà repoussé par le passé les attaques de diverses armées. Une légende locale raconte que la ville est protégée par des djinns invisibles invoqués par les féticheurs de Mariéry. Ces esprits rendraient les assaillants fous ou les éloigneraient par la peur. Que vaut cette légende face aux fusils et aux canons? Personne ne le sait, car nul conquérant n'a encore osé assiéger Dioncoloni de front. Damonzon sera le premier. Aidé des tribus soumises du Kaarta qui haïssent Mariéry, Damonzon encercle Dioncoloni au début de la saison sèche de 1811. Plutôt que de lancer immédiatement ses hommes à l'assaut des murs, il choisit la stratégie du siège, couper les approvisionnements et user l'ennemi. Chaque jour, ses canons primitifs, de petits mortiers, tonnent contre les murs, sans grand effet, mais instaurant un harcèlement constant. À l'intérieur, Mariéry organise la résistance. Les réserves d'eau et de mil sont rationnées. Des éclaireurs tentent de briser le blocus la nuit pour chercher du renfort auprès d'alliés plus à l'ouest, en vain. Le siège dure des semaines. Le soleil du Kaarta accable autant les assiégeants que les assiégés. Damonzon doit faire face à l'adversité d'un nouveau genre, la patience. Lui, le foudre de guerre victorieux de 2 campagnes éclairs, doit accepter un combat lent. Mais il garde son armée motivée en promettant le butin d'une ville riche et en rappelant à tous que Mariéry a jadis défié Ségou. Les griots alimentent la flamme en chantant chaque soir les exploits de Biton Coulibaly et Ngolo Diarra face au Kaarta d'antan. À l'intérieur de Dioncoloni, l'atmosphère est de plus en plus lourde. Mariéry, malgré son âge, arpente les remparts pour soutenir le moral. Il brandit son talisman, une corne de bélier remplie de poudre sacrée, et clame que tant qu'il sera sur ses murs, Dioncoloni ne tombera pas. Ses marabouts l'assistent en plantant sur les remparts des rangées de fétiches, de petits bâtons surmontés de coquilles d'escargot. Au crépuscule, ces hommes en transe psalmodient des versets, en appelant la protection d'entités invisibles. Au fil des jours, d'étranges incidents troublent l'armée de Ségou. Des sentinelles prétendent voir la nuit des silhouettes fantomatiques rôder autour du camp. Des bruits sourds et inexplicables réveillent les dormeurs, et même certains soldats jurent qu'une créature monstrueuse, invisible à l'œil nu, rôde dans l'ombre de la colline. On la nomme bientôt Bilissi. La peur, ce puissant virus, commence à gagner quelques esprits superstitieux parmi les assiégeants. Parmi les capitaines de Damonzon se trouve un certain Bakaridjan Koné.
un guerrier redouté pour sa force et sa droiture. Il est dit que Bakary Jan a reçu en songe la visite d'un ancêtre, lui enjoignant de libérer Ségou de la terreur de Bilissi. Constatant l'effet néfaste de ces rumeurs sur les troupes, Bakary Jan va trouver Damonzon dans sa tente une nuit et lui déclare « Majesté, permettez-moi de combattre Bilissi en duel. » Damonzon, d'abord surpris, voit dans le regard de son chef de guerre une détermination farouche. Il finit par acquiescer. « Va, si telle est ta destinée. Que Pharaon, le génie du fleuve, guide ton bras. » Le lendemain, Bakary Jan Koné s'avance seul au pied de la colline de Dionne-Colony. Il clame haut et fort à l'adresse des défenseurs. « Bilissi, montre-toi. Viens affronter Bakary Jan Koné de Ségou, si tu n'es pas un lâche. » Sur les remparts, on le raille. Mais Mariéry, lui, ne rit pas. Il sent que ce défi a une portée mystique. Si son esprit protecteur Bilissi existe, il doit relever ce défi. Sinon, ses propres guerriers perdront la foi. Le roi du Kaarta ordonne qu'on ouvre la porte. Bakary Jan, immobile au centre de l'arène, tous ses sens en alerte, scrute l'espace devant lui. Un léger vrombissement monte du sol rocailleux. Soudain, un fouet clouté scintillant claque dans les airs en direction de Bakary Jan, comme brandi par une main invisible. Le guerrier esquive de justesse un coup invisible. Là où le fouet s'est abattu, un serpent de poussière surgit et lacère le sol. Bakary Jan comprend qu'un seul impact direct de cette arme serait fatal. Le colosse Bambara tourne lentement autour de son adversaire insaisissable, essayant de deviner la position du djinn à partir des volutes de poussière. Tout le camp retient son souffle. Nul ne bouge, tout va se jouer entre Bakary Jan et l'entité invisible. Soudain, un cri strident déchire l'air et une force invisible fond sur Bakary Jan, le fouet vrombissant autour de lui. Le guerrier de Ségou part avec son large sabre comme il le peut, mais le fouet s'enroule autour de la lame et l'arrache de ses mains d'un coup sec. Désarmé, Bakary Jan évite de justesse un nouveau coup qui lui frôle l'épaule, lui brûlant la chair par sa seule énergie. Sentant la fin proche, il recule pas à pas jusqu'au bord d'un fossé d'érosion creusé par les pluies. Dans un ultime effort, Bakary Jan feint de trébucher en arrière. Voyant cela, Bilissi pousse un rugissement de triomphe et bondit en avant pour l'achever, franchissant le fossé d'un seul élan. Mais c'était un piège. Le sol meuble cède soudain sous le poids de la créature invisible, qui s'enfonce brusquement dans le trou. D'un bond, Bakary Jan récupère le poignard qu'il gardait à la ceinture et se jette dans le fossé sur son ennemi. Une lutte sauvage s'engage au fond du trou. Un nuage de poussière s'élève, masquant la scène aux spectateurs. On entend deux cris déchirants, puis plus rien. Un silence de mort s'abat. Qui a vaincu, songe-t-on, pétrifié. Enfin, la silhouette puissante de Bakary Jan émerge du nuage, couverte de poussière et de sang, brandissant dans sa main le fouet clouté de Bilissi. Un tonnerre d'acclamations s'élève du camp de Ségou. Bilissi est terrassé. Sur les remparts de Dionne-Colony, c'est la consternation. La citadelle inviolée vient de perdre son âme protectrice. Les défenseurs voient avec horreur Bakary Jan brandir le fouet fétiche de Bilissi comme un trophée, en signe de victoire. Certains fléchissent les genoux en pleurant de désespoir, d'autres prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient hors de la ville par la poterne opposée. Mariéry, figé sur son rempart, sent alors tout espoir l'abandonner. Profitant de la stupeur, Damonzon ordonne l'assaut final. Les portes de Dionne-Colony, restées entr'ouvertes, sont enfoncées en un rien de temps. Ségou déferle dans les rues. Mais il n'y a presque plus de combat. La plupart des soldats du Kaarta jettent les armes. Soit qu'ils refusent de se battre, soit qu'ils considèrent la chute de Bilissi comme un signe de reddition des dieux. Ainsi, Dionne-Colony, la citadelle des djinns, tombe finalement aux mains de Ségou après un long siège et un duel légendaire. La bannière de Damonzon flotte sur la tour principale. Le butin est immense. Grenier rempli, or et sel amassés par Mariéry, armes et chevaux. Damonzon, clément comme à son habitude, épargne la population civile. Il fait appeler ce qu'il reste de notables du Kaarta et leur annonce que leur royaume est désormais une province de l'empire Bambara de Ségou. Plus d'un siècle d'indépendance du Kaarta s'achève ce jour-là. Le soir, autour d'un feu de camp dressé sur la grande place de Dionne-Colony,
Damonzon honore Bakary Jan Koné. Devant toute l'armée, il le félicite pour son exploit inouï face au démon Bilissi. Il le nomme Farima, ce qui signifie commandant des forces de Ségou, et lui offre une épée d'apparat ciselée prise dans le trésor de Mariéry. Les griots composent sur le champ un chant épique à la gloire de Bakary Jan, le sauveur de Ségou. Dans ce chant, Bilissi est décrit comme un esprit maléfique invisible qui terrorisait le royaume, et Bakary Jan comme l'élu des ancêtres l'ayant oxy d'un coup fatal. Damonzon sourit en entendant ces embellissements. Il sait que la réalité est un peu différente, mais il approuve. La renommée de ses généraux rejaillit sur lui. Un roi fort s'entoure de héros forts, telle est la tradition ouest-africaine. En élevant ses guerriers au rang de légendes vivantes, ils cimentent leur loyauté et la ferveur populaire. Avec la chute de Dionkoloni, le royaume du Kaarta tout entier se soumet. Damonzon envoie des émissaires à Nioro, l'ancienne capitale du Kaarta, pour recevoir la capitulation des derniers princes de la dynastie locale. Certains sont intégrés à l'administration de Ségou, d'autres exilés plus loin. Désormais, de l'ouest à l'est, du pays Kassonké jusqu'aux rives du Niger central, Damonzon est le maître absolu. Ses conquêtes successives, Samaniana, Koré, Dionkoloni, ont porté l'empire Bambara de Ségou à son apogée géographique. Cependant, dans l'ombre de cette victoire totale, se dessine un futur défi d'une nature bien différente. Tandis que Damonzon retourne vers Ségou acclamé par ses troupes, une rumeur commence à courir du côté oriental de son royaume, dans la région du Massina. Une rumeur parlant d'un certain Sékou Amadou, un prédicateur peul qui prêche une guerre sainte contre les royaumes animistes voisins. Pour l'instant, Damonzon n'y prête qu'une oreille distraite. Après tout, il vient d'écraser militairement les plus puissants rois de la région. Qu'a-t-il à craindre d'un marabout isolé? À Ségou, l'euphorie est à son comble quand la nouvelle de la prise de Dionkoloni arrive. 3 ennemis abattus sur 3. Le règne de Damonzon semble béni des ancêtres. Dans la foule, on chante que Ségou est devenu un lion à 3 têtes après avoir dévoré ses rivaux. Le griot denté lui-même, lors d'une grande assemblée, proclame avec emphase « Voici venu le temps du Fahama Damonzon, plus grand que ses pères. » Son empire s'étend du Bouré guinéen aux frontières du Mossi. Une exagération poétique certes, mais pas si éloignée. Damonzon reçoit ses louanges avec humilité en public, mais en privé, il exhorte ses conseillers à rester vigilants. « Une étoile qui monte attire les regards, dit-il. Je crains moins les guerriers que les marabouts. » Ces mots intriguant son entourage, car il n'a encore eu à affronter aucun chef religieux. L'avenir proche révélera toute la clairvoyance de cette intuition. Mais pour l'heure, en ce début de décennie 1810, Damonzon Diarra règne sur un empire à son zénith. Incontesté, craint et admiré dans tout le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Les Balanzans de Ségou peuvent fleurir en paix sous sa garde vigilante, du moins pour quelque temps. Les années qui suivent les grandes conquêtes voient Ségou atteindre l'apogée de sa prospérité. Libéré des menaces extérieures immédiates, Damonzon peut se consacrer à l'administration et à l'embellissement de son empire. Il hérite de son père Monzon un goût prononcé pour le travail et l'organisation. Chaque matin, le roi se lève à l'aube et parcourt incognito, dit-on, les ruelles de sa capitale, déguisé sous un modeste boubou, pour prendre le pouls de la ville. Il s'enquiert du prix du mil au marché, de l'état des canaux d'irrigation qui abreuvent les rizières voisines, écoute les doléances murmurées des concubines de nobles, comme des paysannes venues vendre leur beurre de karité. Grâce à ses observations directes, Damonzon gouverne en connaissant intimement les besoins de son peuple, une qualité que vanteront plus tard les griots en le comparant à un berger veillant sur chaque mouton de son troupeau. La cour de Damonzon est fastueuse et cosmopolite. De nombreux villages et ethnies incorporés à l'empire ont envoyé des représentants ou des tribus à Ségou. 300 nouveaux villages auraient même été fondés ou agrandis sous son règne, selon les traditions orales, notamment en accueillant des artisans ou des cultivateurs Dogon, Peul ou Soninké, désireux de vivre sous la protection de Ségou. Le roi encourage en effet la venue de talents extérieurs.
Il offre par exemple des exemptions de taxes aux familles de forgerons du pays d'Ogon pour qu'ils s'installent près de Ségou, apportant leurs techniques de métallurgie fine. Il octroie aussi des terres fertiles aux communautés Marca et Feul sédentarisées, prêtes à prêter allégeance, afin qu'elles contribuent à la culture du riz et du mil dans les plaines inondables du delta. Par ces mesures éclairées, Damonzon accroît la population et la richesse de son royaume, tout en désamorçant d'éventuelles rébellions. Ceux qui hier combattaient Ségou deviennent aujourd'hui ses sujets, voire ses partisans, car ils y trouvent paix et abondance. Au palais, la vie quotidienne de la cour reflète cette vitalité. Chaque jour, dans la grande salle du conseil aux piliers sculptés, Damonzon préside l'audience royale. Il reçoit les gouverneurs de province qui viennent rendre compte de la collecte des impôts, généralement en sacs de céréales, en têtes de bétail ou en lingots de sel. Les registres oraux tenus par les Katiolos, secrétaires griots, attestent d'une hausse constante des revenus du royaume pendant ces années florissantes. Damonzon redistribue une partie de ses ressources en entretenant un vaste corps de griots et de guerriers professionnels. On dit qu'il compte dans son entourage plus de 700 gelioux, griots, de toutes origines, dignes héritiers des 740 griots de son père, Monzon, que mentionnent les récits. Ces griots, à la fois musiciens, historiens et conseillers, sont traités avec égard. Damonzon leur offre les meilleurs chevaux et permet à leur famille de choisir en premier des épouses parmi les captives, en signe de gratitude pour leur service. Chaque soir, dans la cour du palais, ils rivalisent de virtuosité au ngoni, lutte traditionnelle. On en entend parfois jusqu'à 35 jouer à l'unisson pour charmer les oreilles du roi, un hyperbole chanté dans l'épopée. Parmi ces griots, Tiantigiba Dante demeure le favori incontesté, l'ombre conseillère du roi. Autour de lui gravitent d'autres personnalités éminentes de la cour. Bakary Diane est l'ami proche du roi et maintenant le chef des Tonjon. Les deux hommes partagent un respect mutuel né du sang versé ensemble sur les champs de bataille. Il y a aussi Tiefolo Diarra, frère cadet de Damonzon, qui malgré quelques jalousies initiales sert loyalement comme gouverneur de province. Damonzon l'a installé à Sansanding pour surveiller l'est du royaume. C'est un homme pondéré, plus attiré par la religion musulmane que son frère, mais Damonzon tolère volontiers cette diversité spirituelle tant qu'elle ne menace pas l'unité du pouvoir. La religion, justement, est un sujet délicat mais important à Ségou. Les Bambara sont restés animistes, fidèles au culte des esprits de la nature et des ancêtres. Cependant, le commerce et les contacts avec les peuples voisins ont introduit l'islam dans la région depuis des siècles. Sous Damonzon, plusieurs nobles à la cour sont musulmans, ainsi que certains groupes alliés, les Diarra de Tombouctou par exemple. Le roi lui-même, tout en respectant l'islam, n'en embrasse pas les préceptes pour autant. Il se présente comme le garant des traditions Bambara. Un jour, un marabout peulvenu de Djenné tente de le convaincre de se convertir pour plaire à Dieu et éviter la guerre sainte qui gronde. Damonzon répond, dit-on, par une parabole. Le caïman du Niger vit dans l'eau depuis sa naissance, mais il ne se transformera jamais en silure. De même, je suis né dans la foi de mes pères et je ne changerai pas. L'anecdote se répand, illustrant la fermeté du roi sur ce plan. Néanmoins, Damonzon protège les musulmans de son royaume et leur accorde même le droit de bâtir des mosquées dans certaines villes commerciales comme Djenné et Tombouctou, tant qu'ils payent tribut et ne troublent pas l'ordre. Cette tolérance calculée permet d'éviter des tensions religieuses internes, mais elle n'apaise pas pour autant les extrémistes au loin, comme Sékou Amadou, qui condamne Ségou comme pays des infidèles. Sur le plan économique, le règne de Damonzon est synonyme de grande prospérité. Les vastes plaines alluviales du Niger produisent du mil en abondance. Les récits européens de passage notent l'excellence de l'agriculture irriguée. Mungo Park, explorateur écossais qui visita Ségou en 1797 du temps de Mansong, Monzon, décrivait déjà cette ville étendue, les nombreuses pirogues sur le fleuve, la population grouillante et les campagnes cultivées aux alentours, témoignant d'une civilisation florissante en plein cœur de l'Afrique. Sous Damonzon, ces impressions se renforcent encore. Le marché de Ségou attire des commerçants de partout. On y échange l'or du Bouré, Guinée,
contre le sel du désert, le coton et les tissus du sud contre les perles et colas de la côte. La monnaie de prédilection reste la coquille de Kori, importée par sacs entiers via Tombouctou. Au port fluvial de Ségou, des caravanes de pirogues arrivent chaque semaine. On décharge du poisson séché, des noix de karité, du beurre, des pots de terre cuite de djéné, ou encore des chargements de cola depuis la forêt guinéenne, destinés à la consommation locale et à l'export vers le nord. La richesse se lit dans l'habillement. Les nobles arborent désormais des boubous en coton fin teint à l'indigo, voire brodés de fil d'or pour les plus hauts dignitaires. Les forgerons de Ségou, encouragés par Damonzon, fabriquent des armes de qualité et des outils agricoles performants qui sont exportés dans les régions voisines. 300 villages construits ou repeuplés sous Monzon et Damonzon ont ouvert de nouvelles terres agricoles et renforcé l'économie du royaume. Dans la capitale, la culture et les arts rayonnent. Le soir, après les tâches administratives, Damonzon aime s'asseoir sur une natte moelleuse dans la cour du palais, entouré de ses épouses et de ses sœurs, pour écouter les djeli conter les histoires anciennes. L'épopée de Soundiata Keïta, fondateur du Mali, ou les exploits de Biton Koulibaly. Parfois, c'est l'histoire récente qui est mise en musique. Un griot malinké de Kita chante la conquête de Samaniana, en comparant Ten à la belle Djelimadou Woyen, héroïne séductrice d'un conte mandingue, ce qui amuse beaucoup l'auditoire. Un autre compose une louange hyperbolique de Damonzon, le qualifiant de grand pêcheur qui a attiré dans ses filets les gros poissons du Kaarta et du Massina, maître des eaux, maître des hommes. Ces phrases flattent l'ego du roi, mais il s'attache à rester humble en public, redistribuant les récompenses aux artistes plutôt que de se les approprier. Son charisme n'en est que renforcé. Aux yeux du peuple, Damonzon est le roi idéal, généreux, brave et sage à la fois. Pendant ce temps de paix intérieure, Damonzon ne néglige pas sa force militaire. Il entretient une armée permanente, prête à intervenir aux frontières. Régulièrement, il envoie des patrouilles vers le nord pour sécuriser les caravanes venant de Tombouctou, ou vers le sud pour mater quelques razzias de bandes dissidentes. Mais globalement, aucun ennemi majeur n'ose tester Ségou en ces années-là. Les voisins du sud, comme le Kénédougou ou le royaume Mossi de Ouagadougou, restent à distance respectueuse, commerçant pacifiquement. Vers le nord, les Touaregs du désert hésitent avant de s'aventurer dans les zones contrôlées par Ségou, de crainte de s'attirer les foudres du Fahama. Cependant, une ombre grandit inexorablement, quoique discrète, sur la frontière orientale du royaume. Dans le Massina, cette plaine inondée du delta intérieur, les prêches de Sékou Amadou commencent à rallier de plus en plus de fidèles Peuls. Depuis 1815, des échos reviennent jusqu'à Ségou sur l'agitation dans la région de Hamdalaï, le camp de Sékou Amadou. Damonzon reçoit même un message courtois mais ferme de ce marabout en 1817, l'invitant à se convertir à l'islam pour éviter l'effusion de sang. Damonzon répond par l'envoi d'un petit cadeau symbolique, un panier de miel et de noix de cola, car traditionnellement, le Massina paye à Ségou un tribut annuel appelé prix du miel. Le geste signifie que Sékou Amadou doit se souvenir de la sujétion historique de son pays. L'émissaire revient avec le panier renversé et une poignée de miel gâché, signe de refus catégorique. La tension est désormais palpable. Mais en cette année 1817, Ségou se berce encore de sa gloire. La cité des Balanzans brille comme jamais. Le commerce, les arts, la puissance militaire, tous les indicateurs de prospérité sont au vert. Les griots proclament qu'un âge d'or est en cours. Damonzon Diarra, lui, savoure chaque journée de ce règne accompli, tout en gardant au fond de lui l'œil vigilant du berger. Il sait que l'histoire est un perpétuel recommencement, que la guerre peut revenir comme l'hivernage succède à la saison sèche. Chaque soir, du haut de sa terrasse, il regarde le Niger couler et songe à l'avenir. Pour l'instant, le grand fleuve charrie des pirogues pleines de richesses pour Ségou, mais qui sait si demain, il ne portera pas sur ses eaux les pirogues d'une guerre sainte. Le Fahama inspire profondément et murmure. Quoi qu'il advienne, moi, Damonzon, je protégerai mon peuple comme l'eau protège le poisson. Ce serment intime s'envole dans la brise du soir, tandis qu'au loin un tam-tam commence à battre,
appelant la ville à une nouvelle nuit de fête dans la paix retrouvée. L'année 1818 marque un tournant orageux dans le règne de Damonzon. Alors que Ségou jouit d'une paix relative, une explosion politico-religieuse secoue le pays du Maxina à l'est. Depuis des années, Sékou Amadou, un érudit peul charismatique, prêche contre les pratiques païennes et l'oppression dont il estime que ses coreligionnaires sont victimes. Son appel à la Diina, le règne de la religion, trouve un écho grandissant chez les bergers peuls, las de payer tribut au pouvoir Bambara. En mars 1818, la tension se mue en conflit ouvert. Sékou Amadou rassemble une armée de fidèles et affronte les chefs traditionnels peuls, les Ardo, du Maxina qui sont restés loyaux envers Ségou. Ceux-ci, issus notamment du clan Diko, implorent l'aide de Damonzon. Après tout, depuis des décennies, le Maxina reconnaît la suzeraineté de Ségou en payant chaque année le fameux prix du miel en signe de vassalité. Damonzon ne peut ignorer cet appel, laisser tomber le Maxina, ce serait encourager tous les vassaux à se rebeller. En outre, l'émergence d'un État islamique militant à ses frontières menace directement son autorité et son mode de vie. Il décide donc d'intervenir militairement pour soutenir ses alliés et mater ce qu'il considère comme une rébellion fanatique. Une armée de Ségou, menée par le général Bakari Diane, est dépêchée vers l'est au printemps 1818. Damonzon, prudent, ne part pas en personne. Il préfère coordonner depuis Ségou, conscient que d'autres dangers pourraient en surgir s'il s'absente longtemps. Il envoie néanmoins un contingent solide, composé notamment de cavaliers Mossi mercenaires, les Mossi étant eux-mêmes animistes et opposés au djihad, et d'infanterie Bambara, habituée au marécage. L'idée est de frapper vite pour décapiter le mouvement de Sékou Amadou avant qu'il ne s'étende. La rencontre décisive a lieu à Noukouma, un hameau au bord d'un marécage, en juin 1818. Les troupes des Ardo Diko alliées à Ségou, fortes de quelques milliers d'hommes, font face aux partisans de Sékou Amadou, de nombre équivalent mais enflammés d'ardeur religieuse. Le sol détrempé du delta du Niger gêne particulièrement la cavalerie Bambara, lourde, alors que les cavaliers peuls, plus légers, y manœuvrent habilement. De plus, Sékou Amadou s'est attaché des alliés spirituels puissants. On raconte qu'il a promis le paradis aux guerriers tombés en martyrs, et nombre de jeunes bergers le suivent comme un prophète. Durant la bataille, on voit des adolescents peuls chargés à découvert des fusils de Ségou, en chantant des versets coraniques, insensibles à la peur. Les premières salves des Bambara font mouche et semblent disperser l'ennemi. Bakari Diane croit la victoire aisée. Mais Sékou Amadou en personne prend alors la tête d'une contre-attaque. Vêtu d'un boubou blanc, monté sur un cheval noir, son cri « Allahu Akbar » galvanise ses troupes qui reviennent à la charge furieusement. Les flancs de l'armée de Ségou plient, puis s'effondrent. Les mercenaires Mossi, moins motivés, sont les premiers à décrocher. Bakari Diane tente de rallier ses hommes, mais soudain un tir habile fauche son cheval. Le général tombe à l'eau fangeuse et manque de se noyer. C'est la débandade. Sur la berge, un vieil Ardo, dernier fidèle de l'ancien ordre, est encerclé et mis à mort malgré une défense héroïque. Cette bataille de Noukouma tourne donc au désastre pour Ségou et ses alliés traditionnels. Sékou Amadou, exalté par la victoire, déclare aussitôt un djihad généralisé. Fort de ce succès initial, il s'autoproclame chef de l'empire du Massina et fait jurer fidélité au clan Peul désormais unifié derrière lui. Son premier objectif stratégique est clair, prendre Djenné, la riche cité commerciale dont les élites musulmanes le soutiennent en secret. En 1819, après un bref siège, Djenné ouvre ses portes à Sékou Amadou, sans résistance majeure. La chute de Djenné est un coup dur pour Damonzon. Cette ville était un joyau économique de son royaume. Désormais, Ségou est coupé de Tombouctou par la voie traditionnelle du Niger. Quand la nouvelle de la défaite de Noukouma et de la perte de Djenné parvient à Ségou, c'est la consternation. Damonzon entre dans une colère froide. Lui qui n'avait connu que la victoire doit faire face à un revers sérieux. Il convoque immédiatement un conseil de guerre extraordinaire. Certains de ses officiers, ébranlés, suggèrent de rassembler toutes les forces disponibles et de partir en personne mener une contre-offensive massive
contre Sékou Amadou pour l'écraser avant qu'il ne consolide son pouvoir. D'autres, plus prudents, dont Tiefolo son frère et Tiantigüiba Dante, soulignent que l'adversaire est différent de tout ce qu'ils ont combattu. Il s'agit d'une guerre de foi où l'ennemi ne craint pas la mort. Envoyer l'armée de Ségou en plein pays Massina, hostile et semi-immergé, loin de ses bases, pourrait conduire à une catastrophe plus grande encore. Damonzon écoute, les mâchoires serrées. Son instinct guerrier le pousserait à chercher la vengeance immédiate. Mais sa raison l'emporte. Il frappe du poing sur la table en bois d'ébène et tranche. Nous fortifierons notre frontière. Le Massina est perdu pour l'instant. Consolidons Ségou pour qu'aucun envahisseur n'en franchisse les limites. Cette décision marque un tournant défensif dans sa stratégie. Plutôt que de risquer tout son royaume dans une guerre frontale contre les fanatiques de Sékou Amadou, Damonzon choisit de les contenir. Aussitôt, il ordonne de fortifier les garnisons le long du Bani, rivière qui sépare grosso modo le Massina de Ségou. On érige des postes avancés à San, Mopti, alors petite localité, et Diafarabé. Il envoie des émissaires au village animiste Dogon des falaises de Bandiagara pour sceller une alliance défensive. Les Dogons, également menacés par le djihad, acceptent de harceler les colonnes Peul si elles s'aventurent sur le plateau. Sékou Amadou, de son côté, consolide son jeune empire théocratique. Il fonde une capitale, Amdalaï, dans le Massina central. De là, il envoie en 1820 à 21 quelques détachements sonder les positions de Ségou vers l'ouest. Ces escarmouches aboutissent à un statu quo. Les soldats de Ségou, retranchés derrière des fortins, repoussent difficilement les assaillants, tandis que les Peuls comprennent que prendre Ségou même serait un énorme défi. Le frontière se stabilise plus ou moins sur le Bani. Néanmoins, Sékou Amadou continue d'étendre son influence ailleurs. En 1823, il conquiert Tombouctou au nord, réalisant ainsi l'unité de tout le delta intérieur sous la bannière de l'islam militant. Il règne sur un vaste territoire s'étendant du lac Debo jusqu'aux portes du pays Mossi, coupant Ségou de ses anciens avant-postes septentrionaux. Damonzon vit ces développements comme une amère frustration. Lui, vainqueur de rois et de sorciers, doit admettre qu'il a trouvé plus qu'un rival terrestre, une idée, un zèle religieux qui galvanise un peuple entier. Les récits rapportent qu'à la fin des années 1820, on voyait le Fahama de Ségou marcher nerveusement le long du rempart est au coucher du soleil, fixant l'Orient lointain. « Regardez, disait-il, les fumées des feux de Massina. Un jour, elles atteindront nos murs si nous ne sommes pas forts et unis. » Le peuple Bambara, d'ordinaire insouciant, commençait à comprendre la menace. Certains jeunes nobles se convertissaient à l'islam par fascination ou commerce. Damonzon les laissait faire, mais redoublait de cérémonies traditionnelles pour raviver l'attachement aux cultes ancestraux. Il faisait battre plus souvent le grand tambour, symbole de la royauté païenne, dans la capitale, comme pour rappeler à chacun l'identité Bambara. Malgré la perte de Djenné et du Massina, l'empire de Ségou reste puissant sous Damonzon. Sa richesse accumulée et sa cohésion interne lui permettent d'encaisser le choc sans s'effondrer. Il n'y a pas de soulèvement interne majeur. Au contraire, face à la rhétorique du djihad qui appelle à détruire les païens, beaucoup d'ethnies locales préfèrent encore la tutelle relativement clémente de Ségou. On voit même affluer vers l'ouest des réfugiés animistes fuyant le Massina islamique. Des familles Bambara, Bozo, pêcheurs, Minyanka ou Dogon viennent chercher protection dans les terres de Damonzon. Celui-ci les accueille, transformant un défi en opportunité. Il redistribue des terres inoccupées aux nouveaux venus, renforçant démographiquement ces provinces frontalières. Mais il ne peut récupérer les pertes économiques liées à Djenné et au commerce transsaharien. Ségou doit se replier sur elle-même et trouver d'autres débouchés commerciaux. Certains marchands se tournent vers le sud, vers le golfe de Guinée via les Dioula. L'âge d'or fastueux commence à pâlir, même si la cour de Damonzon reste opulente. En privé, on raconte qu'à partir de 1820, Damonzon dort en armure. Chaque alerte nocturne le voit surgir armé, croyant à une attaque surprise. La paranoïa guerrière s'installe doucement dans son esprit marqué par la guerre. Néanmoins, jusqu'en 1827, Sékou Amadou n'entreprend pas d'attaque directe sur Ségouville.
Le Maxina se consolide de son côté, tandis que Ségou se transforme en camp retranché splendidement défendu. Cela ne ressemble plus aux campagnes glorieuses d'autrefois, mais à une paix armée lourde de menaces. Les griots de Ségou commencent même à composer de nouveaux chants plus graves où ils mettent en garde qu'un homme ait peur de la honte et non de la mort, car il n'est aucune honte à mourir, affirme l'un d'eux, attribuant ce proverbe à Damonzon lui-même. Ce mot d'ordre, empreint de stoïcisme, vise à inspirer les guerriers de Ségou à rester fiers face à l'ennemi religieux qui exalte le martyr. En somme, 1818 à 1827 est pour Damonzon une décennie de défis et de tensions. Il a dû adapter sa posture de conquérant victorieux à gardien sur la défensive. C'est un test ultime pour son leadership. Beaucoup dans son entourage, y compris son frère Tiefolo, louent sa retenue réfléchie. En effet, un roi plus téméraire aurait pu s'aventurer à se faire écraser sur les rives du Maxina. Damonzon, lui, a su préserver l'essentiel, la sécurité de Ségou et la continuité de son peuple, quitte à sacrifier des territoires périphériques. Cette prudence forcée n'entache pas trop son prestige, car aux yeux du commun, Ségou n'a pas été vaincu directement. On dit dans les villages, Damonzon a retenu la foudre dans sa main, suggérant qu'il a contenu l'orage djihadiste aux frontières. Mais dans le regard du roi, ceux qui le connaissent, y lisent parfois une lueur de regret farouche, le regret de ne pas avoir pu vaincre ce dernier adversaire comme les autres. Vers 1825, Sékou Amadou envoie un dernier message diplomatique. Il propose une trêve formelle et des échanges commerciaux limités entre Massina et Ségou, maintenant que les lignes sont fixées. Épuisé par les fièvres et l'âge, Damonzon accepte tacitement le statu quo antebellum. Le djihad a atteint sa limite occidentale. Une paix froide s'installe. Sékou Amadou a d'autres soucis. Il décède en 1845, mais c'est bien après Damonzon. Ainsi, Damonzon termine son règne en ayant affronté tous les types d'ennemis, rois, sorciers et même un empire théocratique. Cette dernière épreuve lui a coûté une part de son empire, mais pas son honneur. Au contraire, chez les siens, on loue son sens des responsabilités et sa sagesse d'avoir évité la destruction inutile de ses forces. Ségou tient toujours debout, et c'est là l'essentiel. Mais le poids des ans et des soucis commence à courber les larges épaules du Fahama. Sa barbe s'argente, son regard se fait plus lointain. Après les tumultes de la guerre sainte, Damonzon aspire à transmettre le flambeau dans de bonnes conditions. Il pense à son frère Tiefolo, à ses propres fils, dont l'histoire retient peu les noms, signe qu'aucun n'eut la stature du père. L'horizon semble calme désormais, mais l'histoire est un fleuve imprévisible. Dans le couchant de 1827, le roi sent confusément que son œuvre touche à sa fin et que le prochain chapitre de la saga de Ségou se jouera sans lui. Conscient de cela, Damonzon prend soin d'organiser sa succession de son vivant, une leçon qu'il a retenue des troubles fratricides qui ont suivi la mort de Ngolo Diarra autrefois. Il convoque un grand conseil familial et militaire dans la salle du trône. En présence de ses frères, de ses fils, des chefs de l'armée et des notables, il annonce clairement que son frère cadet Tiefolo Diarra lui succédera sur le kani de Ségou. Ce choix surprend certains, car il écarte ses propres fils. Mais Damonzon explique d'une voix affaiblie mais résolue: Tiefolo est le plus à même de tenir le royaume uni. Mes fils sont trop jeunes ou inexpérimentés pour l'heure. Personne n'ose contester ouvertement, car le prestige de Damonzon impose le respect. Tiefolo lui-même, ému et honoré, s'agenouille devant son frère en signe d'acceptation. La transition s'annonce donc sans effusion de sang, un dernier cadeau de Damonzon à son peuple. Dans les jours qui suivent, Damonzon dispense ses ultimes conseils en privé à Tiefolo et aux ministres. Les témoins rapportent certains de ses propos prophétiques. Au frère appelé à régner, il dit « Prends garde aux hommes du désert et de la foi. Les Peuls de Massina nous ont entamés, les tout-couleurs de l'Est pourraient un jour nous achever si nous nous divisons. Reste fort, reste juste et garde nos guerriers prêts. » Au grand griot denté, son ami de toujours, Damonzon confie la garde de sa mémoire. Toi qui chantes les héros,
Ne me flatte pas outre mesure quand je ne serai plus. Chante mes erreurs aussi, que mes successeurs apprennent de moi. » Dante pleure en entendant ces mots, promettant de raconter fidèlement son règne dans l'épopée de Ségou. On dit que Damonzone, prenant les mains noueuses de son vieux griot, lui a adressé un sourire malicieux. « Allons, mon ami, tu es déjà en train de composer un janjon, chant noble, pour moi, je le vois à tes yeux. » Les deux hommes ont ri doucement, complices jusqu'au bout. Le soir venu, Damonzone demande à être conduit une dernière fois dans le bosquet sacré en périphérie de Ségou, où reposent symboliquement les esprits des ancêtres. Soutenu par deux serviteurs, il s'avance parmi les balanzans centenaires. Là, il dépose sur un autel de terre 3 objets: sa lance de guerre, symbole de ses conquêtes, une coupe de miel, symbole de la prospérité qu'il a préservée, et un peu de sable du Massina contenu dans une calebasse, symbole des terres qu'il n'a pu garder. Face à ces offrandes, Damonzone élève la voix dans une prière adressée aux ancêtres Diarra. « Ngolo Diarra, Monzone mon père, j'ai fait de mon mieux pour marcher sur vos traces. J'ai agrandi là où j'ai pu, j'ai défendu là où il le fallait. Si j'ai failli, que la faute retombe sur moi seul, pas sur mes enfants. Veillez sur ce royaume que je vous remets. » Un léger vent se lève, faisant bruire les feuilles, comme un murmure d'approbation des esprits. Le roi, apaisé, ferme les yeux un instant, puis fait signe qu'on le ramène. La nuit du solstice 1827, Damonzone, alité, sent ses forces l'abandonner. Autour de lui veillent ses épouses en pleurs, et Tiefolo, digne et triste. Tiens Tiguiba. Dante entonne doucement un bateau, chant d'adieu, à voix basse. On raconte que dans un dernier sursaut, le roi a désigné du regard sa vieille Ngoni, posée près du lit. Comprenant, Dante l'a prise et a gratté quelques notes. Damonzone aurait esquissé un sourire. Puis, fixant Tiefolo, il aurait articulé faiblement « Frère, laisses-tu le fleuve sortir de son lit ?»« Jamais, » répondit Tiefolo. « Alors, Ségou tiendra. » Ce furent ses dernières paroles. Damonzone Diarra expira paisiblement, la main dans celle de son frère au petit matin. Il avait régné 19 années et marqué à jamais l'histoire de Ségou. La nouvelle de sa mort se répandit comme une traînée de poudre. Un immense chagrin saisit la population de Ségou. Beaucoup n'avaient connu que lui comme roi de leur vivant. Les funérailles de Damonzone furent à la hauteur de sa stature. Conformément au rite Bambara, on enveloppa son corps dans un linceul blanc et on l'inhuma dans une fosse secrète quelque part dans l'enceinte du palais, aux côtés de ses ancêtres royaux. Pour accompagner son voyage vers le royaume des morts, on sacrifia quelques bœufs et béliers, et, dit-on, son cheval de bataille favori fut abattu pour qu'il le monte dans l'au-delà. Durant les 9 jours de deuil, Ségou cessa toute activité. Pas un tam-tam ne résonna, pas un chant n'osa s'élever. On entendait seulement les pleureuses entonner des complaintes à l'aube et au crépuscule. Toute la nation rendit hommage à celui qui l'avait porté au faîte de sa grandeur. Des délégations affluèrent. Même les Touaregs de Tombouctou envoyèrent un émissaire présenter des condoléances. Tout comme, fait notable, Sékou Amadou du Massina, l'ennemi, fit parvenir un message sobre saluant un roi juste et brave. Preuve du respect qu'inspirait Damonzone, malgré leurs divergences. Tiefolo Diarra fut intronisé sans heurts comme nouveau Fahama. Il jura sur le sabre de son frère de maintenir les traditions et de défendre Ségou contre quiconque menacerait son héritage. Les premiers temps de son règne furent calmes, le temps que le peuple se remette. Car l'ombre de Damonzone planait toujours. On disait qu'il hantait favorablement les murs de Ségou, qu'on percevait parfois son profil déambulant la nuit sur les remparts, veillant encore tel un ancêtre protecteur. Cette aura dissuada sans doute les ennemis immédiats de tester Tiefolo trop tôt. Ségou resta puissante quelques décennies encore, jusqu'à ce qu'un autre djihad, celui d'El Hadj Omar Tall en 1861, ne vienne finalement la renverser, marquant la fin de la dynastie Diarra. Mais Tiefolo et ses successeurs se réclamèrent toujours de l'héritage de Damonzone lorsqu'ils galvanisaient leurs guerriers contre les assauts. Son nom devint synonyme de courage, de finesse tactique et de fierté Bambara.
Ainsi s'achève l'épopée terrestre de Damonzon Diarra. Mais son histoire ne fait que commencer à vivre dans la mémoire collective. Au soir de sa vie, il avait demandé à ce qu'on chante de lui vérité et enseignement. Son vœu fut exaucé. Les griots, Dante en tête, composèrent d'innombrables récits et chants en son honneur, l'intégrant comme personnage central de l'épopée de Ségou. Désormais, autour des feux de camp, on compte comment il vainquit des rois et des magiciens, comment il protégea son peuple des envahisseurs venus avec le livre saint, comment il gouverna avec justice et comment il mourut en patriarche avisé. Dans le crépuscule de 1827, Tiefolo fit planter un jeune balanzan sur la tombe de son frère en symbole de continuité. Cet arbre grandit au fil des années, solide et généreux en nombre, à l'image de l'héritage de Damonzon sur Ségou. Chaque saison des pluies, ses fleurs blanches tombant sur le sol, rappellent aux anciens les cheveux blancs du grand roi dans ses derniers jours. Les femmes de Ségou, en passant, ramassent parfois une de ces fleurs et la conservent chez elles, disant qu'elle porte bonheur car elle vient de l'arbre de Damonzon. Le soleil se couche sur le fleuve Niger, inondant le ciel de teintes d'or et de sang. Un vieux griot assis au bord de l'eau gratte doucement son ngoni. Il chante, pour qui veut l'entendre, la dernière louange. Damonzon, roi de Ségou, repose dans la cité des Balanzans. Sa gloire est notre héritage, son courage coule dans nos veines comme le Niger coule à nos pieds. Aujourd'hui encore, quand le péril gronde, nous invoquons son nom et nous relevons la tête, car un peuple qui se souvient d'un tel héros ne peut jamais être asservi. Sur ces mots, l'astre du jour disparaît, laissant place à la nuit constellée. Et dans la fraîcheur qui descend sur Ségou, l'âme de Damonzon, dit-on, veille toujours impérissable, tel un astre de plus au firmament du Mandenne.